ses états, André Berkoff, Céline Alonso. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Eh oui, mais ce sacré Charlemagne, André Berkoff, n'a pas inventé l'école. En revanche, il a favorisé son développement dès la fin du 8e siècle, André. Et depuis, bien, elle a été réinventée à de multiples reprises pour aboutir à notre système actuel qui est en pleine décomposition. Un essai-choc, André, vient de paraître. Un essai qui dénonce cela, l'école sous emprise. Oui, l'école sous emprise, on a l'impression que c'est racketté par quelques narcotrafiquants, mais malheureusement ce narcotrafic, il existe en tout cas selon les contempteurs depuis très longtemps. Rappelez-vous, pour ceux, je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, rappelez-vous celui qui demandait à dégraisser le mammouth, hein. C'est pas hier, hein. C'est pas avant-hier, l'école. Il faut rappeler, mais donnons des banalités de base. Sans école, il n'y a pas d'humanité. Sans école, il n'y a rien. Sans enseignement, il n'y a rien. Sans transmission, il n'y a rien. Sans transmission de l'instruction, sans transmission du savoir, de quoi on parle? Est-ce qu'on veut de génération de crapauds analphabètes? Ça n'existe pas. Et on sait très bien ce que ça donne, en tout cas, quand on veut enlever le reste. Donc, cette école, ça fait maintenant on va en parler avec nos invités, des décennies qu'on en parle, il faut la réformer, ça ne va plus. Alors le collège unique, le pédagogisme, tout a été dit, le contraire de tout, et on continue, et on a l'impression, comme ça, quand on regarde ça en extérieur, c'est qu'on se dit quoi, on est en train de labourer la mer, comme disait Simon Bolivar. Et là, effectivement, on est très heureux de recevoir Jean-Paul Briguelli et Cécile Chabot, Céline, parce que, au fond, donnons aujourd'hui un diagnostic, un éclairage au moins lucide, et les deux ont là-dessus la lucidité, ils l'ont, pour parler de ce qui se passe au niveau de l'école. Et oui, alors faut-il une refonte totale de l'école? On va en parler dans un instant sur Sud Radio avec nos deux invités, je le rappelle, Jean-Paul Briguelli et Cécile Chabot, qui sont donc deux professeurs de lettres. On va aussi en parler avec vous, chers auditeurs. Alors appelez-nous tout de suite au 0826 300 300. On vous donnera la parole dans un instant sur Sud Radio après cette petite pause. À tout de suite. Sud Radio, la culture dans tous ses états, André Berkoff, Céline Alonso. C'est pas le faciès, mais... Rosa, rosam, rose, rose, rosa, rose, rose, rosas, rosarum, rosis, rosis. C'est le tango des forts en thème, buitonneux jusqu'à l'extrême, et qui recouvre de laine leur cœur qui est déjà froid. C'est le tango des forts en rien, qui décline de chagrin, et qui seront pharmaciens parce que papa ne l'était pas. C'est le temps où j'étais dernier, car ce tango... Et oui, Jacques Brel qui évoque ses années de collège, André Berkoff, et surtout son ennui sur les bancs de l'école. Et bien aujourd'hui, 40% des 11-15 ans déclarent s'ennuyer en classe, et leur niveau s'effondre. 40% de quasi-analphabètes en 6e, André. L'école de la République est en crise, et ce depuis des années. Eh bien, pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Cécile Chabot, qui enseigne en collège depuis 25 ans, et Jean-Paul Briguelli, qui lui a enseigné pendant 45 ans. Alors bonjour à vous et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Jean-Paul Briguelli. Juste un oui, mot André, avant. allez-y. Intéressant, le rosa rosis, parce que le latin c'est terminé. Hein. Qui parle encore du latin? Vous savez, tout à l'heure il y avait France Gall qui sacrait Charlemagne, etc. Charlemagne faisait une école en latin, et puis Brel a appris à l'école en latin. Il a fallu attendre Vallaud-Belkacem pour que le latin disparaisse. Mais il n'a pas totalement disparu quand même. Hein. Non, il reste des bribes par-ci par-là, effectivement. Alors Jean-Paul Briguelli, en 2006, vous aviez publié Une école sous influence, un essai dans lequel vous dénonciez l'emprise opérée par l'islam sur les élèves. Aujourd'hui, exactement, vous publiez Une école sous emprise chez l'Archipel. Qu'est-ce qui s'est passé en 18 ans? Eh bien, vous savez, en 2016, Daesh a théorisé ce qu'ils appellent la pratique des 1000 entailles. Les 1000 entailles, ce sont des petites attaques, ici et là, groupées,
des petites choses auxquelles individuellement on ne fait pas attention, mais qui en masse constituent une véritable agression. C'est ce que Florence Bergeau-Blacker appelle actuellement une guerre civile à bas bruit. Nous sommes dans un contexte où, dans un très grand nombre d'établissements, alors pas tous, à Henri IV et à Louis le Grand, ça se passe bien, je rassure les bobos parisiens, mais dans un très grand nombre d'établissements, vous avez une forme de charia qui s'installe petit à petit, où les profs évitent de parler de tel ou tel sujet qui fâche. Et alors depuis le 7 octobre, c'est incroyable ce qu'on ne peut plus parler de la Shoah, etc., puisque juif est devenu synonyme de massacre, etc. Récemment, juste un mot, Jean-Paul Brigelli, quand même, il y a eu l'histoire de la baya qui a joué. Est-ce que franchement, quand vous dites la charia, on n'est quand même pas aujourd'hui, l'école est sous le signe de la charia. Est-ce que vous n'exagérez pas un peu ? Est-ce que vous voulez vraiment qu'on soit dans une situation comme celle de l'Angleterre cet été ? C'est-à-dire qu'ils ont laissé tellement filer, en quelque sorte, que les petits blancs anglais, les buveurs de bière, les mangeurs de saucisses, etc., ont fini par descendre dans la rue. Alors je vais vous donner une idée qui vous fera réfléchir. Ces 3 dernières années, le nombre de permis de chasse a augmenté de 400%. Non pas parce que on a des amateurs de traque au sanglier, mais parce que ça donne le droit d'avoir un fusil à pompe chez soi. Voilà, c'est ça les signaux faibles qu'il faut voir pour bien saisir qu'on est à 2 doigts d'une guerre civile, à 2 doigts. Si on ne réagit pas. Ah oui, vous pensez qu'on est à ce stade-là ? Oui. D'accord. Oui, et vous dites même précisément dans votre livre que ce sont les frères musulmans qui ont lancé ce djihad scolaire, qui porte d'abord donc sur les matières enseignées, et vous dites même acculant nombre d'enseignants à l'autocensure, exactement comme les nazis dans l'Allemagne des années 30 ou comme Big Brother dans le roman d'Orwell. Cécile Chabot, vous enseignez, vous avez enseigné pendant 10 ans au Blanc-Ménil dans le 93. Vous avez enseigné dans des ZEP rurales, ZEP urbaines, dans des zones un peu difficiles. Depuis 15 ans, vous enseignez à Paris. Est-ce que vous souscrivez aux propos de Jean-Paul Brigelli ? Alors, Jean-Paul Brigelli a beaucoup plus d'expérience que moi. Il a enseigné dans des endroits différents. Donc, moi, je vais contrebalancer. Je vais avoir une parole un peu plus porteuse d'espoir parce que moi, ça fait 25 ans que je mène des projets mémoriels d'envergure. Je travaille à la fois sur la mémoire des poilus, des gueules cassées, de l'esclavage et de la Shoah. Je n'ai jamais abandonné l'enseignement de la Shoah par l'étude de documents et par les textes littéraires, évidemment, puisque je suis professeure de français. J'ai pu entendre... ça je ne le nie pas, j'ai pu entendre, quand j'annonçais un projet sur la Shoah, j'ai pu entendre « bien fait pour les Juifs ». Oui, c'est une parole évidemment que je condamne, mais c'est une parole que je comprends. Je la comprends parce qu'à 13 ans, on fonctionne par imitation, on fonctionne avec les infos qu'on a dans sa famille, dans les médias, on fonctionne on prend fait et cause, on comprend pas forcément tout, on fonctionne par provocation aussi. Donc non, je ne laisse pas dire, mais mon rôle, ça va être de donner les outils et non pas les armes. Contrebalancer cette influence pour faire réfléchir. Alors justement, prenons l'exemple de cet élève, parce qu'il faut le dire effectivement, dans vos classes, il y a quand même une majorité d'élèves musulmans. Oui. Comment cet élève, effectivement, vous avez réussi à l'éduquer, à lui donner une autre éducation sur la Shoah? Écoutez, notamment. j'ai amené mon livre prof. Je me fais un peu de pub. Non, je pense que c'est pas tout à fait la même. Il n'y a pas de problème. Voilà, on va parler de tous les livres. C'est un carnet de bord que j'ai rédigé, que j'ai publié en 2021 aussi. Je vais vous raconter, je vais vous lire cette petite histoire. Donc, au moment où j'ai fait rencontrer à mes élèves, qui étaient donc majoritairement musulmans, j'ai fait rencontrer un déporté survivant de Bergen-Belsen, qui s'appelait Monsieur Peraya. Le silence nous enveloppait comme un linceul. Sur l'estrade, un petit homme racontait la grande histoire du monde et la sienne. Chacun de ces mots ressuscitait Sarah, Jacob, Malka, et un par un, tous prirent place autour de nous, en un aréopage de fantômes. Devenu coryphée au milieu de ces ombres bienveillantes, il dévoila ainsi la barbarie et l'inhumanité à des visages tout d'abord incrédules et peu à peu décomposés. Ces mots fouissaient les cœurs et vrillaient la raison. Lorsqu'il eut fini, des filles le prirent dans leurs bras, sans parler. Les garçons se rassemblèrent, concluant « Putain, wesh, sale bâtard de nazi !» Monsieur Peraya remit sa gabardine et rangea son étoile. Plus jamais je ne devais entendre « bien fait pour les Juifs ».
Ben oui, non, je veux dire, c'est possible, c'est intéressant. Oui, et puis après, les anciens élèves de Céline sont un peu plus grands maintenant, et Cécile, pardon, sont un peu plus grands, et actuellement, ils votent pour LFI, qui arbore des drapeaux palestiniens à l'Assemblée. Voilà, il y a un retour de bâton de la réalité qui est absolument terrifiant. Oui, mais alors, j'habite à Marseille, ce que l'on voit, c'est la façon dont on a certains... pour des raisons électoralistes, ont pris au sens direct les conseils de Terra Nova sur trouvant un nouveau prolétariat. Vous voyez ? Oui, c'était 2011, Terra Nova. Non, juste un mot, Jean-Paul Bérielli, il ne s'agit pas. Il y a cette réalité. Mais est-ce que, en fait, moi, ce qui m'a toujours interpellé, c'est la chosification de masse. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a ça. Ce que vous décrivez, évidemment, existe. Mais ce que décrit Cécile Chabot existe aussi, c'est-à-dire il y a les deux, il y a l'entraînement, effectivement, une certaine fascisation de la société, intégrisation de la société, mais tous sont pas comme ça. Il y a des gens qui sont ouverts à entendre des choses. Bien sûr, mais quand est-ce qu'on les entend ? Lorsque vous avez un enfant juif qui est tué dans un collège ou à la sortie du collège, etc., est-ce qu'on voit beaucoup de musulmans dans les manifestations qui suivent ? Mais vous avez raison, il y a une violence et une haine décomplexée, ça c'est bien certain. Et depuis le 7 octobre, cette haine s'exprime. Alors c'est extraordinaire. On a un crime contre l'humanité qui est commis par des Arabes le 7 octobre contre des Israéliens. Et d'autres Arabes qui, entre nous soit dit, seraient méprisés par les premiers, sans problème, revendiquent cet acte en disant c'est de la résistance. Exactement, hier c'était le 11 septembre. Au moment du 11 septembre, il y a eu des cris de joie dans un nombre de quartiers, dans le monde et en France en particulier, en disant... Nous avons atteint le grand Satan. Alors il va falloir être clair sur les objectifs de l'enseignement. C'est pour ça que je cite la lettre sublime d'ailleurs qu'avait écrite Elisabeth Badinter, Régis Debray, etc. En 1991 à Lionel Jospin. Lionel Jospin, l'homme disant que qu'est-ce que ça voulait que ça me fasse. L'homme des foulards de Creil. L'homme des foulards de Creil. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse que la France islamise ? Bon, il faut bien comprendre une chose, c'est que ce qui s'est passé depuis, c'est justement une islamisation des esprits, une contamination. Il faut comprendre ce qu'est l'enseignement. L'enseignement, ça ne consiste pas... Alors effectivement, ils arrivent en classe avec des idées totalement tordues. Mais oui, alors soyons d'accord, instituteur, ça veut dire celui qui remet droit. C'est là que vient tuteur, installé, etc. On est en classe pour dénaturer les enfants. Si on respecte leur nature, ça c'est la loi Jospin, article 10 ou 11, leur droit à l'expression, bla bla bla, si on respecte leur nature, ils ont la force extraordinaire de la famille, du ghetto, des copains, des grands frères, etc. Dans tout milieu différent. Mais comment vous expliquez qu'on en soit arrivé à ce stade ? Quelle est votre analyse, vous, Jean-Paul Bérielli ? Parce qu'on n'a rien fait. On n'a absolument rien fait pour des tas de raisons qui sont des raisons économiques, c'est-à-dire qu'on privilégiait la clientèle des États arabes unis, de l'Arabie saoudite, etc. Pour des raisons politiques, c'est-à-dire qu'on a, conformément aux préconisations de Terra Nova, inventé un nouveau prolétariat au fur et à mesure qu'on constatait que le prolétariat français, qui votait communiste, votait de plus en plus RN. Voilà. Il fallait donc trouver des troupes fraîches. Ouais. Et par ailleurs, et c'est l'objectif de mon livre, au fur et à mesure qu'on a vidé la tête des élèves, pédagogiquement parlant, qu'on a pratiqué l'enseignement de l'ignorance, comme disait Jean-Claude Michéa, il a bien fallu que ces élèves se remplissent la tête, parce que l'homme a besoin de spiritualité d'une façon ou d'une autre. Alors il y avait une spiritualité qui était la République. Voilà. Mourir pour la patrie, il a plus le mort. Oui. Pour vous, cette mort de l'école a été programmée, en quelque sorte. Oui, bien sûr. C'était le sous-titre de mon premier livre en 2005, La mort programmée de l'école. Et je n'ai pas bougé d'un iota. C'est programmé, c'est dans les institutions européennes, c'est dans le protocole de Lisbonne, c'est dans la loi Jospin. Si on ne reprend pas les choses en main en renversant la table, on va à une catastrophe sanglante. Mais alors, il existe quand même... Céline, vous êtes professeur aussi, j'aimerais entendre aussi... oui, non, mais je dis juste qu'il existe quand même... vous avez
certainement raison. Il existe quand même, alors dans ces cas-là, des professeurs qui sont des résistants. Oui, bien sûr. Et nous sommes beaucoup d'enseignants qui, malgré le fait que nous sommes peu payés, nous avons donc peu de moyens, peu de reconnaissance, peu de soutien, quand on ferme la porte de nos classes, on essaie quand même, je le sais, je le vois sur le terrain chaque jour, des enseignants qui avons la vocation et qui avons à cœur d'élever. Justement, les élèves sont faits pour être élevés, c'est-à-dire pour qu'on les fasse grandir et pour que les enfants des milieux modestes, on les fasse sortir de leur... Mais Céline Chameau, alors parlons de on en avait parlé aussi, Jean-Paul Gribelli. Briguelli. Est-ce que, par exemple, quand vous allez dans des terrains, effectivement, et saluons le courage des enseignants, quels qu'ils soient, qui vont un peu... à l'envers du décor, en tout cas qui essaient de maintenir un humanisme, au vrai sens du terme, dans leur école. Est-ce qu'au niveau, soit des hiérarchies, soit des parents d'élèves, ça se passe comment? Est-ce qu'on vous laisse faire, on vous encourage, on vous bride, très franchement? Alors, dans le collège où je suis, non, on n'est pas. Oui, mon expérience, je suis porte-parole de personne, mais non, on n'est pas bridé. On n'est pas bridé. Et puis s'il y a un problème avec un parent ou s'il y a un problème avec un élève, moi je n'ai rien vu qui ne soit gérable par le dialogue. Alors moi évidemment je me suis déjà accrochée avec des élèves, je ne vis pas dans un monde de bisounours. Oui, j'ai subi l'insulte, oui, j'ai subi l'affrontement, mais voilà. Quelles en étaient les raisons ? Multiples et variées, parce que un jour un élève n'a pas envie de faire ça. Et c'est violent ou pas? Dans votre cas, je sais pas. Non, c'est pas violent, non. Non, Enfin, je veux dire. Puis bon, maintenant j'ai un peu de bouteille, quoi. Donc une petite répartie bien sentie. Je prends le gamin à la fin de l'heure, je dialogue avec lui, je discute avec lui. Bon, et puis alors moi j'ai l'avantage d'être dans mon collège depuis bien longtemps. Je fais partie des murs. J'ai eu les frères, les sœurs, les cousins, les cousines. Donc ils vous connaissent. Voilà, ils me connaissent. Voilà. Ils savent que je suis bienveillante, mais que je pose des cadres. J'ai une autorité qui fait que je ne frappe pas les élèves, mais voilà, je me fais respecter et voilà le respect. Et puis aussi j'ai le respect de leur inculquer des choses de qualité. Je vais pas leur apprendre du rap. Le rap c'est leur code. Moi je vais leur apprendre. Pour apprendre le rap. Non, je serais bien incapable d'ailleurs. Mais j'essaie de maintenir un niveau d'exigence parce que c'est ça qui tue aussi l'école. Moi j'essaie de maintenir un niveau d'exigence élevé. Je leur fais étudier des classiques. Là je leur ai dit tout à l'heure, je sors de cours. Je leur ai dit écoutez, là on a fait une interrogation. Je leur ai dit on va faire la chose suivante, c'est que là si vous avez une faute d'orthographe, je compte faux. Voilà. Et ça, c'est une première parce que l'orthographe, justement, pourquoi ils sont mauvais en orthographe? Parce qu'on ne compte plus les fautes. Oui, c'est-à-dire que vous recevez des consignes, c'est ça, par rapport à l'orthographe? Oui, il y a des consignes qui sont quand même assez aberrantes. C'est-à-dire que moi, j'ai pu entendre dans des réunions, écoutez, voilà, quand vous faites faire une rédaction à vos élèves, ne sanctionnez pas trop l'orthographe parce que c'est pas la compétence qui est demandée. On vous demande d'être tolérant. C'est aller plus loin. Il y a eu dans une radio, je ne sais pas, une télé extraordinaire où il y avait une fille où on écrivait la porte, etc. Et elle a écrit L''A. Et donc la prof a dit elle a écrit L''A. Et on lui a dit, dans son école, je ne sais pas à quel niveau, il dit écoutez, c'est pas très grave puisque le son est là. Quand on nous donne, moi ça fait 25 ans que je corrige le brevet, chaque année en fait on nous demande d'être de plus en plus tolérant, on accepte ci, on accepte ça. Alors, c'est sacrificiel. Au bac, c'est incroyable. D'où les 90% de réussite au brevet. Ça, les résultats sont bons. Au bac, on demande d'enlever au maximum 2 points pour l'orthographe, quel que soit l'état de l'orthographe. Je me suis retrouvé en Hippocagne, un élève écrivait il les plante ES. En note, j'avais mis il les plantes vertes, sans doute. Mais un inspecteur, confronté à ce genre de choses, ailleurs, à Versailles, avait dit oui, mais il a le sens du pluriel.
Ah oui. Dites-moi, Jean-Paul Briguelli, en 2005, on le rappelle, vous aviez publié donc La Fabrique du crétin. 19 ans après, c'est devenu un trust, cette fabrique. On en est où précisément ? Ah ben c'est c'est un succès. On a fabriqué du crétin. Ma petite entreprise ne connaît pas la crise. Voilà. Alors il faut voir une chose aussi, c'est que je vais essayer d'être clair quand même si je me fais des amis encore plus nombreux que d'habitude. Ça a commencé essentiellement en 89-90. 91, c'est la création des IUFM qui ont formé ou déformé les maîtres, comme vous voulez. Et les élèves des années 90 sont profs actuellement. Du moins, ce sont ceux qui passent des concours et qui d'ailleurs très souvent se font recaler dans les concours tellement leur niveau est invraisemblablement bas. Pardon, j'en suis. Enfin, moi, j'ai passé mon CAPES en 2000. Vous avez été bien formé. Oui, j'étais en hippocane. Il existe quand même des professeurs qui ont des formations qui transmettent un savoir de qualité. Un très grand nombre de professeurs des écoles qui arrivent de sections de psycho, socio, démago, nigologie, comme disait Voltaire, et qui sont incapables de faire des maths ou de faire véritablement de la grammaire française, et qui du coup n'en font pas, en expliquant que c'est une vieille idée qui remonte à André Chervel dans les années 70. La grammaire, c'est bourgeois. L'orthographe, c'est bourgeois. Oui, mais ça, c'est une partie des gens. Je pense pas que ça concerne la totalité. Non, il faudrait quand même, effectivement, là où je vous rejoins, c'est qu'il faudrait, dès les petites classes, parce que tout se joue dès les petites classes, il faudrait remettre du contenu, remettre du savoir, apprendre à apprendre, donner le goût de l'effort, parce que non, ce n'est pas traumatisant. Et moi, je peux vous dire que les élèves, quand ils ont bien fait quelque chose, quand ils ont bien écrit, quand ils ont bien souligné, et que l'exercice est juste, ils sont contents, parce que c'est satisfaisant d'avoir bien travaillé. C'est pas quelque chose de traumatisant, et il faut dès le départ sanctionner les erreurs, parce que si on enlève des points pour une erreur, et après on fait attention, c'est tout, c'est quelque chose de bon sens. Bon sens. Alors comment réformer notre école? On va continuer d'en parler dans un instant sur Sud Radio avec nos invités Jean-Paul Briguelli et Cécile Chabot. On va aussi en parler avec vous, chers auditeurs. Appelez-nous tout de suite au 0826 300 300 et intervenez dans un instant sur Sud Radio sur ce sujet. Selon vous, faut-il une refonte totale de l'école? Appelez-nous, on vous donne la parole dans un instant. À l'école où nous avons appris l'ABC, la maîtresse avait des méthodes avancées. Comme il fut doux le temps, bien éphémère, hélas, où cette bonne fée régna sur notre classe, régna sur notre classe. Et oui, Georges Brassens sur Sud Radio. Et oui, il fut un temps où les maîtresses d'école étaient considérées comme des bonnes fées. Il a écrit cette chanson pour Cécile Chabot. Cécile Chabot, effectivement. Les années 50, 60, est-ce une époque à laquelle vous auriez aimé enseigner, Cécile? Non, moi j'aime les défis, donc je suis très bien dans mon époque. C'est vrai qu'il y a des choses que je regrette. J'aimerais bien justement que quand je récupère mes petits élèves de 6e, j'aimerais bien qu'ils sachent déjà lire au sens interpréter un texte. Comme ça, on pourrait faire de la littérature. Malheureusement, je suis obligée de faire de la langue pour leur donner les clés pour rentrer dans un texte. Et justement, je voudrais dire et que Jean-Paul Briguelli réponde, ce qui est extraordinaire quand on voit, c'est les textes par exemple des élèves de 6e dans les années 50 et qu'on voit les élèves de 6e des textes aujourd'hui. Alors, je vais vous donner c'est hallucinant. Un critère. Quand j'étais en lycée, j'avais les classes de première, ils présentaient au bac une liste de 35 textes. L'année dernière, 35. L'année dernière, c'était 16. 16. Il fallait qu'ils maîtrisent 16 textes. Pour bilan de 8 mois de cours. Qu'est-ce qu'ils ont foutu, les profs? Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Alors, l'une des réponses, c'est ce que vient de dire Cécile. On a passé une grande partie du temps à déchiffrer les textes mot après mot, parce que ça leur pose des problèmes incommensurables. On dit en français, en anglais, c'est la langue de Shakespeare, le français, c'est la langue de Molière. Mais combien d'élèves actuellement, avant le bac, comprend Molière? Voilà. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, un élève du bac, disons première ou terminale,
seraient incapables, enfin pas incapables, certains ne peuvent pas, sont incapables de maîtriser Molière. Sans être guidés, c'est non. dur Molière. Hein. C'est dur. Ouais, Moi, oui, non, mais c'est difficile. Moi, quand j'ai commencé à travailler il y a 25 ans dans des zones violence, je faisais Molière. Maintenant, je le fais, mais je l'aborde différemment. C'est-à-dire c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Parce qu'ils connaissent pas les mots. Parce qu'ils connaissent pas les mots, parce qu'ils connaissent pas la syntaxe. C'est dramatique, hein. C'est difficile. Alors Jean-Paul, vous imaginez un petit peu des élèves d'aujourd'hui confrontés à Molière, l'école des femmes, du côté de la barbe et de la toute puissance, comment est-ce qu'ils vont comprendre que c'est de l'ironie ? Vous voyez ? Il revient à ses premiers des amours, Jean-Paul Briguelli. Alors Jean-Paul Briguelli, vous plaidez effectivement pour une réforme profonde du système éducatif. Quelles seraient selon vous les réformes importantes à faire, mais très rapidement, pour éviter cet effondrement total de notre système? On est à J-4 ou 5 de la nomination d'un gouvernement. Moi, j'ai des préférés, hein, parmi ceux qui pourraient se retrouver rue de Grenelle. Lesquels? Au ministère de l'Éducation. Non, je ne donnerai pas les noms parce que là, ce serait... Ce serait pas des positions politiques partisanes. Et puis surtout, ce qu'il y a, c'est que... alors, que doit faire Alors, ce qu'il devrait faire, dans l'ordre, réformer complètement les programmes. Deuxièmement, réformer la formation des maîtres qui sont pour le moment incapables, en grande majorité, d'appliquer ces programmes. Alors, concernant les programmes, effectivement, vous le précisez, augmenter quand c'est nécessaire la part du français, la part des sciences et revoir surtout les programmes d'histoire. Alors, la part du français, parce que c'est fondamental. Si vous ne maîtrisez pas le français, vous ne comprenez rien à toutes les autres matières. Parce qu'il y a des énoncés quelque part, et si ces énoncés sont obscurs, il est évident qu'on n'arrivera pas à faire des maths, faire des sciences, etc. La part des sciences, parce qu'il est essentiel de dresser des sciences, des savoirs véritables contre les superstitions. 25% des élèves en collège pensent que la Terre est plate. Comme leur portable ou comme un exemplaire du Coran. Et la théorie de l'évolution, pareil. Est-ce qu'il La théorie de l'évolution, alors là, n'en parlons pas. Ils vous disent tout de suite, oui, mais ça a été critiqué. Et de toute façon, c'est pas vrai qu'on descend du... Mais Darwin n'a jamais dit que nous descendons du singe. 25% que la Terre est plate, vous êtes sûr de ça? Non, mais ça me paraît, justement, moi j'allais réagir là-dessus, franchement. Quand vous dites 25% de la Terre est plate, moi ça me paraît énorme quand même. Non, mais alors là... Cécile Chabot. Écoutez, ils ont bien des défauts, mes élèves, mais enfin, ils savent que la Terre est ronde, pardon. Enfin, il y a plein de choses qu'ils ignorent, hein. Mais ça... Alors écoutez, vous entendez tout à l'heure dire que vous avez fait des projets sur l'histoire de l'esclavage. Oui. Oui, alors je sais où vous allez m'amener. Ils ont fait des recherches et vous allez être bien étonnés. Ce sont eux qui ont déploré qu'il n'y ait pas assez de contenu dans les manuels d'histoire. Et ils m'ont dit, vous comprenez, on ne parle que de la traite atlantique. C'est une petite noire qui m'a dit ça. Ils m'ont dit, on ne parle que de la traite atlantique, on ne parle que de la traite occidentale, on ne parle jamais ou presque de la traite arabo-musulmane. Est-ce que vous avez expliqué pourquoi dans les manuels scolaires on ne parlait pas de la traite Non, mais je l'ai félicité. Je l'ai félicité qu'elle dise ce genre de choses. Sensible à ce genre de choses, mais elle pourrait se renseigner sur les aléas de la loi Taubira et sur le fait qu'on ne parle pas de la même façon. Vous avez un sublime bouquin qui vient de sortir à la rentrée, un roman, qui est Houri, de Kamel Daoud. Bien sûr. Oui. Bon, un pur chef-d'œuvre. J'espère qu'il aura le concours. Il explique dedans que les autorités algériennes ont interdit, non seulement dans les manuels scolaires, mais dans tous les médias, de parler de la décennie noire 1990-2000, entre 200 000 et 500 000 morts en Algérie. Il ne faut pas en parler. Eh bien, on est tout à fait capable, en France, c'est le système Big Brother, au fond, d'éviter de parler des choses qui fâchent, en quelque sorte. Ce n'est pas nouveau, hélas. Je crois qu'on a on a un auditeur, André Régis de Paris, vient de nous rejoindre. Bonjour à vous, Régis. Bonjour, Régis. Bonjour, madame, bonjour, messieurs. Je suis enseignant depuis 1980, je continue à travailler, donc je suis dans un grand lycée parisien maintenant, après 18 ans passés en zone d'éducation prioritaire.
Et je vais continuer jusqu'à la retraite, jusqu'à 67 ans, parce que je suis passionné par mon métier. Et puis il y a encore des élèves qui me donnent envie d'enseigner. Par contre, je suis désespéré par le monde enseignant. Je trouve que ce sont des zombies. Si j'étais ministre de l'Éducation nationale, je commencerais par virer 90% des enseignants. Il y a une dérive en plus wokiste actuellement dans l'établissement dans lequel je suis, qui est indéniable, avec un référent LGBT et tout. Et voilà, donc il y a une dérive wokiste, écologiste, et je suis vraiment désespéré par tout ce que je vois au quotidien, le laxisme, on cède surtout. Les enseignants sont des gens sans vision de leur métier, sans vision de leur pays, sans vision de leur vie. Et voilà ce que je voulais dire. Le woke, oui, c'est vrai que... c'est une autre religion à combattre, ça c'est clair. Vous parlez de ça, parce que effectivement, quand il parle d'un dérive wokiste, je sais pas, vous, peut-être pas au niveau où vous enseignez... Non, j'avais eu quelques questions, je sais plus, je crois que c'était il y a 2 ans, en 4e, une petite jeune fille qui commençait à s'intéresser, qui m'avait demandé de genre. Non, pas du tout. Non, ça j'ai jamais eu, mais qui m'avait posé des questions sur ma position quant à l'écriture inclusive. Donc je lui avais bien dit ma façon de penser, à savoir que c'est totalement ridicule et nocif, que ça fait du tort aux élèves qui ont déjà du mal à maîtriser le français, que les règles de ponctuation font que la phrase s'arrête au point, qu'il n'y a pas d'histoire de point médian, que tout ça c'est n'importe quoi, et surtout que ça fait du tort à la crédibilité du combat des femmes. Sauf qu'il y a des universités maintenant qui exigent... J'en suis bien désolée. Oui, il y a quelques tracts. Ce que disait votre auditeur, il y a beaucoup de profs d'université qu'il faudrait mettre à la retraite d'office, ou, suivant la proposition de mon livre, 5 ans de travaux dans les rizières en Camargue. C'est plus mon genre. Les travaux forceps. Voilà. Autre mesure que vous préconisez pour réformer notre système scolaire, Jean-Paul Brigelli, penser à une vraie mixité scolaire, contrôler les réseaux sociaux, revenir sur le collège unique, tout ça, enfin... En profondeur. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, le collège unique, je l'ai vu se mettre en place. J'étais déjà prof, moi, en 77, lorsque 2 grands gauchistes, du nom de Giscard d'Estaing et René Haby, ont mis en place le collège unique en inventant en même temps le regroupement familial. Ce qui nous a amené automatiquement à descendre le niveau d'une façon cataclysmique, parce que on pouvait pas laisser des nouveaux arrivants qui parlaient à peine français totalement en rade. Bon, et on a perdu du coup les 10% supérieurs. Mais pour ce qui est du wokisme, et je rejoins ce que disait votre interlocuteur, il faut jouer sur ce qu'on a... Enfin, on joue actuellement, malheureusement, sur ce qu'on appelle l'intersectionnalité des luttes. Ouria Boutelja, les indigènes de la République, etc., explique que si un indigène viole une autre indigène, il ne faut pas qu'elle porte plainte au nom de la nécessaire solidarité. Oui, bien sûr. Voilà. De la même manière, le voile ici, c'est bien, disent les chienne de garde, mais en Iran, c'est mal. Et lorsqu'une Iranienne, Amnous Shalmani, par exemple, femme remarquable à tout point de vue, écrivain de très grand talent, s'insurge là-dessus, elle est classée automatiquement à l'extrême droite. Pour vous, le voile, comme tout l'ensemble des tenues islamiques, doit être interdit dans l'espace public. Alors, vous dites qu'il faut réécrire toute la loi 1905. Il faut réécrire la loi 1905. Il y a une chose que les gens ne savent pas. Le mot laïcité n'apparaît pas dans la loi 1905. Il n'apparaît dans la Constitution française qu'en 1946. La France est une république laïque. Bon, nous sommes les seuls au monde à être une république laïque, les seuls à utiliser ce mot. Autant avoir une spécificité. D'ailleurs, c'est pas parce que les anglo-saxons ont d'autres pratiques que nous devons nous aligner là-dessus. Donc, il faut voir une chose véritable. La loi 1905, par exemple, interdisait le port de vêtements religieux dans l'espace public. Eh bien, autant en revenir là, parce que on est face à une politique des 1000 entailles ou des 100 000 voiles
qui marque en quelque sorte liberté, le territoire. Égalité, fraternité, laïcité. Il faut peut-être ajouter ça dans les frontons. Hein. Régis de Paris, merci d'être intervenu sur Sud Radio. Cécile Chabot, dans un instant, nous allons parler de votre nouveau roman qui rend hommage à une femme exceptionnelle, une grande oubliée de notre histoire. On parlera aussi, Jean-Paul Brigelli, de votre nouveau roman aussi, qui est sorti cet été. On va revenir dessus, un roman de KPDP. Qu'est-ce qu'ils sont prolifiques, ces enseignants, hein. Il nous plonge à l'époque de Louis XIV. Alors, à tout de suite sur Sud Radio après une petite pause. On va parler littérature, restez avec nous. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre jante que j'admire, qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages. Et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures. Sublime hommage de grand corps malade aux femmes, André Berkoff. Alors vous, Cécile Chabot, c'est à l'unique femme médecin française de la Grande Guerre que vous rendez hommage dans votre roman « Deux femmes et d'acier » paru chez l'Archipel. On peut dire que c'est un roman très remarqué en cette rentrée littéraire. Alors racontez-nous qui était Nicole Mangin. Alors Nicole Mangin, c'était une femme, moi je la trouvais absolument incroyable. C'est une femme qui a mené des études de médecine dans un climat tout à fait misogyne. Et puis, donc, elle a été une pionnière de l'assistanat social, spécialiste donc du cancer, spécialiste des maladies contagieuses, et elle a été mobilisée sur le front de 14 suite à une erreur administrative, suite à une faute d'orthographe, puisqu'elle s'appelait Nicole Girard Mangin, et sur la lettre il y avait écrit Gérard Mangin. Donc elle a été, parce que les femmes n'étaient pas à l'époque. Ah non. Oui, le statut de femme à l'époque de médecin n'existait pas, oui. Non. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on lui a refourgué un uniforme de doctoresse anglaise une fois qu'elle est arrivée là-bas. Enfin, il a déjà fallu qu'elle se batte pour s'imposer, parce que quand le médecin-chef qui l'a reçue a vu qu'elle était une femme, il lui a dit « Écoutez, madame, merci, rentrez chez vous. C'est une erreur. » Et toute petite et toute frêle qu'elle était, elle s'est imposée, elle est restée, et elle a connu la bataille de Verdun. Et oui, pour elle, c'était effectivement d'être au front, c'était en quelque sorte un devoir pour la France. Alors c'est parmi les poilus sous les bombardements dans des hôpitaux militaires et des installations de fortune qu'elle va écrire son destin. Mais quelle femme courageuse, Cécile Chabot! Alors oui, c'est une femme, comme il y en a eu d'autres, mais elle a été invisibilisée, et ça a été un grand plaisir, un grand honneur évidemment, mais un grand plaisir d'aller enquêter sur elle, à la fois avec une documentation. J'ai beaucoup travaillé la documentation sur la guerre, sur sa vie, et puis j'ai rencontré sa famille qui m'a donné accès, je dirais, à son intimité, qui m'a montré sa thèse, son missel, sa correspondance, et c'est ce qui m'a permis d'être au plus près d'elle. C'est un roman qui est écrit à la première personne, donc c'est vrai qu'il y a certains moments où j'étais moi-même un peu paumée. Je savais pas trop si c'était elle, si c'était moi. J'ai du mal à m'en détacher de ce livre. C'est un livre vraiment qui a été particulièrement fort à écrire. Et oui, et quand on l'a en main, votre livre, on ne lâche pas, parce que je tenais surtout à saluer la force et la beauté de votre écriture, Cécile Chabot. Vous êtes vraiment une belle romancière, c'est votre deuxième roman. Mais ce qui est fou, troisième. Ce qui est fou, c'est que cette femme ait été oubliée de l'histoire. Elle mériterait de rentrer au Panthéon aujourd'hui. Elle a travaillé avec Marie Curie, elles ont formé ensemble des infirmières. Quand elle est rentrée du front, elle est devenue directrice de l'hôpital-école Édith Cavell dans le 15e. Elle a travaillé donc avec Marie Curie et elles ont formé des infirmières. Naturellement, mon objectif, mon challenge, ce serait de la faire rentrer au Panthéon à côté de son amie Marie Curie. Ce serait formidable.
On va en parler à Macron. Ah oui, en tout cas, ce serait extraordinaire. Jean-Paul Brigelli, parlons à présent de Soleil Noir, votre nouveau roman paru chez l'Archipel aussi. Alors, c'est le portrait d'une France plongée dans un petit âge glaciaire sur laquelle le roi Soleil jette autant d'ombre que de lumière. Racontez-nous en quelques mots, il nous reste que 3 minutes sur Sud Radio. À vous la parole. Eh bien, tout le monde dit le grand siècle. Il faut voir que pendant le grand siècle, la population française n'a pas bougé. Elle est restée à 12 millions d'habitants, tellement ça mourait. Et mon roman se passe dans l'année 1686, révocation de l'édit de Nantes, les protestants sont harcelés, massacrés, etc. et chassés hors de France d'ailleurs. Tout ça parce que le roi veut s'acheter sa place au paradis, parce qu'il va mourir. Oui. Du moins, il pense qu'il va mourir. Il a une fistule à l'anus qui, normalement, vous tue. Et l'un des héros de mon livre va s'en occuper d'une façon ou d'une autre. Et c'est la description avec force, coups d'épée, massacre, viol, enfin tout ce qu'on peut attendre d'un roman historique. Exécution. Exécution. Il y a une scène de passage à la roue que je recommande à tous les amateurs de SM. Ça finit bien quand même, je préfère le dire, parce qu'un roman historique doit bien finir, parce que l'histoire elle-même, malheureusement, ne finit pas. Et l'histoire est vraiment fondée sur l'histoire s'appuie sur des faits extrêmement réels. Il y a 5% d'imagination, mais les 5% qui permettent, c'est comme pour le pastis, un précipité qui donne autre chose. Mais c'est intéressant de voir que le grand siècle était effectivement une époque où l'on... C'était une horreur. C'était une horreur. Une horreur. Je rappelle qu'en 1661, lorsque Louis XIV monte effectivement sur le trône, on brûle à Paris un poète qui s'appelle Claude de Petit, qui avait écrit des poèmes un peu licencieux et qui était un peu homosexuel. C'est comme ça qu'on traitait. On brûlait. Voilà. Alors là, on a fait, il y a eu ce qu'on appelle un rétintum. On a bien voulu l'étrangler avec des chaînes juste avant de le faire brûler. Ah oui, grande bonté d'âme. Mais c'est vrai cette histoire. Et donc, il sentait sa mort venir. Il dit il faut que j'ai ma place au paradis. C'est surtout sa femme qui lui a dit sire, sa femme, Madame de Maintenon, sire, il faut que vous plaisiez à Dieu par une action parfumée. On va donc virer entre 500 000 et 1 million de protestants du territoire. Alors c'était d'autant plus absurde que c'était eux qui avaient les fonds. L'argent était protestant. Colbert n'aurait jamais laissé faire ça, mais il était mort depuis 3 ans. Déjà, c'est la deuxième moitié du règne, entre 1685 et 1715, 30 ans d'horreur. Jean-Paul Brigelli et Cécile Chabot, merci d'être venus sur Sud Radio. Je rappelle que vos livres Deux femmes et d'acier, Cécile, Soleil Noir, Jean-Paul Brigelli, et surtout L'école sous emprise, ces 3 livres sont parus aux éditions de l'Archipel. Chers auditeurs, lisez ces livres. Tout de suite, vous retrouvez Brigitte Lahaie.